Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde consacrée à une démarche de prospective sur les bâtiments de demain et intitulée donc Imaginons ensemble les bâtiments de demain, étude prospective qui a été réalisée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Démarche de prospective qui a associé assez largement différents acteurs et qui va aujourd'hui nous être présentée donc, par Alban Gaspard de l'ADEME, par Jérémy Elbez de l'ADEME et par Jean-Christophe Vizier donc, du CSTB et de l'ADEME. Voilà. Jérémy Elbez du CSTB. Ah, du CSTB, excusez-moi, pardon pour cette erreur. Voilà. Pour cette table ronde, donc, on fonctionne de façon hybride, donc avec une très grande majorité des participants qui sont à distance, mais néanmoins, quelques participants qui sont également présents ici à Futurible avec nous. On va d'abord avoir une présentation de la démarche par nos trois intervenants pendant environ 45 minutes. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vous en présentiel et puis également un temps d'échange où on prendra les questions ou les remarques que les participants à distance auront pu poser. Donc, je rappelle, pour les participants à distance, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir oralement. En revanche, vous avez donc deux possibilités d'intervention. D'une part, une possibilité d'intervention sur le chat et d'autre part, vous avez également un onglet qui s'appelle « Questions » dans lequel vous pouvez poser les questions auxquelles vous souhaiteriez que les intervenants puissent répondre dans la deuxième partie de la discussion. Et dans cet onglet « Questions », vous avez en plus la possibilité de voter pour les questions qui vous apparaissent comme étant les plus intéressantes parmi celles qui sont posées par les autres, ce qui permet de hiérarchiser ces questions et donc de faciliter grandement la tâche de l'animateur qui n'a plus qu'à prendre les premières questions qui apparaissent plutôt que de tout parcourir, même si je parcourrai quand même l'ensemble des choses. Voilà, donc merci à Alban, à Jean-Christophe qui intervient lui à distance, je ne sais plus très bien de quel lieu, et à Jérémy ici présent. D'où, pardon Jean-Christophe? De Montpellier. De Montpellier. Voilà. Et je leur laisse tout de suite la parole pour pouvoir nous présenter à la fois ce qui a permis quel a été le déclencheur de cette démarche de prospective sur les bâtiments de demain, quel a été le fonctionnement de cette démarche, et puis évidemment et surtout, ils nous ont présenté les principaux résultats et messages clés. Merci à vous. Eh ben, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, on va vous faire une présentation à 3 voix aujourd'hui. Je vais essayer de partager mon écran. Et là, normalement... Ah, est-ce que du coup, c'est bon? Vous voyez l'écran? On est à distance. Pour l'instant, on voit un écran noir. Ça charge pour l'instant. Mais ça va sans doute venir. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est Inception. Ouais. Alors, le temps que je vous partage l'écran, vous expliquez la démarche. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, on va vous présenter une démarche dont l'objectif était de réfléchir à l'évolution des bâtiments et de l'immobilier à 2050 en France. Ouais. Alors, c'est un travail, comme le disait François tout à l'heure, qui a été réalisé de façon partenariale avec un comité de prospective dont vous avez les photos sur la diapositive, d'horizons très variés, parce que justement, on voulait faire de la prospective avec des gens d'horizons très variés. Un ensemble de partenaires représentant plutôt des acteurs de la filière, soit du bâtiment, soit de l'immobilier. Et puis un travail qui a été également accompagné dans sa méthodologie par Véronique Lamblin de Futurible, qu'on en profite pour remercier. Alors, le travail avait pour objectif de comprendre et d'imaginer des futurs différents pour le bâtiment en France à l'horizon 2050. Et on a suivi une démarche de prospective assez classique, telle que voilà, vous pouvez la connaître chez Futurible, puisqu'on a d'abord identifié des facteurs clés qui
en variant, peuvent dessiner des avenirs différents pour le bâtiment et l'immobilier. Alors, on dit toujours bien bâtiment et immobilier parce qu'on est bien sur la phase bâtimentaire, c'est-à-dire la construction, la rénovation, etc., mais aussi toute la gestion du bâtiment, donc tout ce qui est activités et services liés à l'immobilier. On a identifié 22 facteurs clés qu'on vous présente sur cette diapo, qui sont des facteurs qu'on a classés en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est celle du contexte. C'est des facteurs sur lesquels les acteurs du bâtiment de l'immobilier ont peu de prise, mais qui néanmoins vont s'imposer à eux. On reviendra en détail dans les scénarios, dans les messages clés sur ces facteurs, mais d'ores et déjà, on peut les balayer rapidement. On a la démographie, où est-ce qu'on va vivre à l'échelle nationale dans le futur, les enjeux du numérique et bien évidemment les risques systémiques, qui sont, je pense que je ne vous apprends rien, des éléments particulièrement prégnants. Et ensuite, on a 2 blocs qui sont plutôt sur l'offre qui va émaner des acteurs de la filière et la demande qui va émaner des occupants des bâtiments. Dans la demande, on a la manière dont on va occuper les logements, le non résidentiel. On sait que sur le tertiaire, on est à l'aube de modifications majeures dans l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce. Le rapport à la propriété également, qui, vous allez le voir, peut fondamentalement évoluer, pourrait fondamentalement évoluer. Dans l'offre, on a plutôt des choses autour de la main-d'œuvre du bâtiment, l'organisation de la filière, la manière dont on va gérer l'obsolescence des bâtiments. Et enfin, dans les politiques, c'est un ensemble de facteurs de régulation qui justement vont ou pas réussir à faire que l'offre et la demande se rencontrent. Donc, on a des éléments de gouvernance politique, mais également des politiques plus précises de politique environnementale, politique du logement, politique d'urbanisme et politique technique. Voilà pour faire vraiment brosser à grands traits ces facteurs. On les a analysés dans une démarche de prospective assez classique et vous avez tous les éléments à votre disposition sur le site batimentdemain.fr. Donc, vous pouvez aller voir l'analyse rétrospective, les hypothèses, etc. qui sont documentées. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et à partir de ces 22 facteurs clés, on aurait pu faire des millions de scénarios. On en a fait 4. Là encore, avec une démarche prospective assez classique, puisqu'on a combiné une hypothèse par facteur pour constituer 4 scénarios contrastés pour la filière. Et donc, c'est ces scénarios qu'on va vous présenter aujourd'hui et on finira par quelques messages clés qu'on est issus de l'analyse globale de ces scénarios. Je prends la suite. Très bien. Du coup, pour vous présenter ces scénarios, une fois qu'on les a développés, on s'est posé la question de comment les présenter. Et on s'est rendu compte que c'était aisé de les faire imprimer par les gens, de les faire appréhender par les gens à travers 3 questions. La première question, ça va être quelles seront les ressources disponibles. Et on a un scénario, le scénario en rouge, qui est le scénario pénurie, au sein duquel on va supposer qu'on va avoir une contrainte sur l'utilisation d'une ou plusieurs ressources. Ces ressources, elles peuvent être matérielles, financières, humaines. Et donc, ça va venir isoler le scénario pénurie. Seconde question, à quelle vitesse les acteurs évolueront-ils? Ici, on a un scénario dans lequel les acteurs évolueront peu, ou pas assez vite, en tout cas au regard des transitions en cours, et ce qui va venir caractériser le scénario difficile de tout faire. Enfin, on a 2 scénarios, le scénario bâtiment comme service et le scénario rééquilibrage, qui vont se distinguer par la forme que va prendre cette évolution. Donc on est dans des scénarios pour lesquels les acteurs évoluent assez vite, mais qui vont se distinguer par vraiment leurs caractéristiques. Bâtiment comme service va venir supposer une poursuite de la métropolisation et un recours massif au numérique, quand rééquilibrage va venir supposer une nouvelle répartition de la population sur le territoire et une plus grande frugalité. Donc voilà pour essayer de comprendre rapidement comment se structurent ces 4 scénarios qu'on va à présent détailler. Alors, on va commencer par ce scénario difficile de tout faire, qui est un peu un scénario tendanciel. Dans ce scénario, la période qui nous sépare de 2050 est marquée par la difficulté pour les acteurs du bâtiment et de l'immobilier
à faire face aux 3 grandes transitions du XXIe siècle. La transition démographique, avec une stabilisation de la population associée à un fort vieillissement. La transition environnementale et la transition numérique. Ceci se passe dans un contexte de renforcement des métropoles et de leur couronne périurbaine et de décrochage du reste du territoire. Alors, sur le plan environnemental, le cadre politique s'organise en définissant des politiques environnementales aux objectifs très ambitieux. Mais il s'avère qu'elles sont en pratique peu suivies d'effets. En effet, pour réussir ces transitions, il faudrait des moyens. Les transitions demanderaient notamment une adaptation importante du bâti. Or, les investissements de grande ampleur nécessaires manquent. Les ménages et les entreprises sont dans des conditions économiques difficiles et voient leur capacité d'investissement limitée. Les ressources économiques des ménages stagnent et les inégalités ont plutôt tendance à s'accroître. La hausse des prix et la longue durée des prêts retardent le moment où les propriétaires ayant fini leur remboursement disposent des moyens qu'ils pourraient investir dans la rénovation de leurs biens. Une part significative du budget des ménages est absorbée dans le logement sans que la qualité soit toujours au rendez-vous. Dans le tertiaire, on fait face à de grosses incertitudes sur l'évolution des besoins qui sont profondément modifiés par la numérisation de l'économie et également modifiés par le vieillissement de la population. Dans un monde incertain, les investisseurs hésitent à investir dans l'immobilier. Alors on passe maintenant du côté des acteurs de l'offre. Les acteurs du bâtiment et de l'immobilier, ils peinent à tous investir à hauteur des besoins, que ce soit en recherche et développement, pour s'adapter aux changements, en ressources humaines ou en équipement. Les innovations nécessaires à la transformation du bâtiment se diffusent lentement. La faiblesse de l'investissement dans la formation conduit à une polarisation des emplois entre des postes très qualifiés, accompagnant la numérisation, les nouvelles normes environnementales, et une main-d'œuvre peu qualifiée pour effectuer des tâches de manutention, de pose ou de déconstruction. Cette polarisation, elle ne permet pas d'attirer dans le secteur une main-d'œuvre qualifiée qui lui permettrait d'accroître son activité. On constate que la productivité du secteur, elle continue à progresser lentement, plus lentement que la productivité du reste de la société. Et là, on est dans quelque chose qui est une continuation de tendance. L'immobilier étant considéré comme un domaine peu porteur, on a certes des innovations qui émergent, mais elles restent un phénomène de niche porté par des startups qui touchent plutôt les bien portants économiques, les fans du numérique ou les urbains. L'innovation ne réussit pas le passage à l'échelle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des bâtiments et sur l'évolution du parc ? La conception et la réalisation des bâtiments neufs évoluent pour prendre en compte un nombre croissant d'exigences. Faible consommation d'énergie, faible émission de carbone, prise en compte de la biodiversité, de la modularité des bâtiments. Il est néanmoins difficile, dans un contexte de réglementation en silo et dont les tentatives de simplification n'aboutissent pas, de faire advenir des bâtiments permettant de répondre à l'ensemble des défis. Par ailleurs, la construction neuve, dans une démographie qui n'est pas très forte, et ne représente qu'une part relativement faible de l'évolution du parc. Alors, le parc il évolue de manière contrastée. D'un côté, il comporte une part de bâtiments répondant aux nouveaux défis. Il s'agit des bâtiments neufs, mais également des logements possédés par des investisseurs institutionnels ou des bailleurs sociaux qui se sont mobilisés pour tendre vers un respect des nouvelles exigences. Et de l'autre côté, une part encore importante de bâtiments qui est mal adapté aux exigences nouvelles.
en 2050, le secteur continue sa trajectoire lente dans un monde qui bouge rapidement. Les objectifs fixés en 2020 ne sont pas atteints, même s'il y a eu des avancées notables. Voilà pour ce premier scénario difficile de tout faire. Je vais passer la parole à Jérémy. Merci. Et du coup, on passe au second scénario, qui est le scénario rééquilibrage. Ce scénario, c'est un scénario qui est structuré par la répétition des crises systémiques, notamment sur la période 2020-2030, ce qui va amener une large part de la population à remettre en cause les paradigmes actuels centrés sur la métropolisation et la centralisation. Du coup, dans ce cadre, on va avoir une partie des ménages qui vont délaisser les logements exigus et coûteux des centres-villes au profit d'habitations qui peuvent être situées en grande banlieue, en ville moyenne ou au sein de territoires ruraux. Ce phénomène, il va être accentué par le vieillissement de la population et le ralentissement de la croissance démographique. Alors que jusque-là, le problème central dans le secteur du bâtiment avait été la quantité de bâtiments qui permettait de répondre à la croissance démographique et à la concentration de la population sur certains territoires. Cette ancienne priorité va laisser place à une nouvelle qui est celle de la qualité des bâtiments. Donc on va se centrer sur la qualité des bâtiments et laisser passer au second plan la question de la quantité. La question centrale va donc être de comment adapter les bâtiments à des contextes territoriaux et sociaux qui sont variés. Pour permettre cette adaptation, le pouvoir et les moyens des collectivités territoriales en matière de bâtiments ont été fortement renforcés. Les politiques nationales vont porter plus que principalement sur les enjeux environnementaux et sociaux, dont les crises ont montré qu'elles ne pouvaient être traitées autrement que conjointement. Le changement climatique et la protection de la biodiversité vont devenir des causes nationales, et les collectivités locales vont décliner les ambitieux objectifs qui ont été définis à l'échelle nationale en matière de rénovation énergétique des bâtiments, de réduction de l'artificialisation des sols ou encore d'accès au logement pour tous. On a donc une réorganisation des pouvoirs politiques, notamment au profit des pouvoirs locaux. Les marchés immobiliers, en conséquence, vont prendre des formes diverses. Dans les zones métropolitaines, dont l'attractivité a fortement baissé, seuls les bâtiments de bonne qualité vont rester recherchés. Une grande partie des bâtiments, et notamment les plus mal conçus, vont voir leur valeur fortement baisser et vont pouvoir mettre dans des situations délicates des propriétaires qui n'auront plus que le choix entre vendre à perte ou demeurer en ville malgré leurs envies d'ailleurs. Des programmes de réhabilitation permettant l'adaptation de ces bâtiments vont être mis en place. Ils permettront notamment de les faire muter pour sortir de quartiers trop monofonctionnels ou d'adapter la taille des logements aux nouveaux besoins. Mais une part des bâtiments seront totalement abandonnés et détruits, notamment afin de permettre de répondre au mieux aux nouveaux enjeux, notamment de nature en ville. Dans les zones nouvellement recherchées, dans les zones plus rurales ou dans les villes moyennes, les règles de limitation de l'artificialisation des sols vont conduire à des rénovations massives du bâti ancien. Les constructions neuves, elles, ne seront plus qu'à partir de programmes ciselés qui seront négociés entre futurs occupants, professionnels de la construction et collectivités afin d'amener touche par touche, quelque part, les éléments manquants à tel ou tel quartier. Conséquemment, cette transformation du parc de bâtiments va s'accompagner d'un développement important de la filière de la rénovation. Le passage d'une politique de quantité à une politique de qualité, va rendre attractive la rénovation et ses métiers. Les acteurs vont prendre conscience de leur capacité à augmenter collectivement leur efficacité via une meilleure coordination collective. Dans ce cadre-là, l'artisan va devenir le compagnon du durable, le nouveau héros des campagnes, investi, super qualifié et pragmatique, ce qui va fournir notamment des voies de reconversion professionnelle intéressantes pour des travailleurs en quête de sens.
La nouvelle réglementation environnementale, et notamment la fiscalité sur les matériaux, va conduire à l'essor rapide de l'économie circulaire et au développement d'un tissu d'entreprise qui va faciliter sa mise en œuvre. Dans ce contexte, les entreprises de rénovation vont se distinguer davantage par leur capacité à agir en réseau, à formuler des offres globales et à répondre aux exigences des tests de performance du bâti après travaux, plutôt que par leur propension à recourir et à mobiliser des matériaux ou équipements high-tech. Je vais donc repasser la main à Jean-Christophe. Alors, on va passer dans un scénario où donc ça bouge assez rapidement, mais dans une voie assez différente, qui est le scénario « le bâtiment comme service ». Alors, dans ce scénario, la population croît, parce qu'on fait plus d'enfants et parce qu'il y a aussi une immigration qui est relativement forte, et les métropoles continuent à être le moteur du développement économique. L'urgence environnementale conduit l'État à mettre en place des politiques ambitieuses de transition écologique, axées à la fois sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité et donc la réduction de l'artificialisation des sols. Et changement fort par rapport au scénario difficile de tout faire, les acteurs du bâtiment et de l'immobilier s'adaptent à ces enjeux. La société collectivement croit fortement qu'il faut se mobiliser sur ces enjeux. Et donc, les acteurs du bâtiment et de l'immobilier s'adaptent aux défis de la transition écologique et plus particulièrement à deux enjeux clés. Ne pas étaler la ville et rénover le parc bâti. L'application des règles de zéro artificialisation porte un coup d'arrêt à l'expansion périurbaine. La surface devient alors le facteur limitant en ville et dans les espaces périurbains, et l'optimisation des surfaces devient un enjeu central. Dans ce contexte, il devient de plus en plus coûteux d'être propriétaire en ville. Les prix sont poussés à la hausse et les propriétaires doivent investir lourdement pour réhabiliter leurs biens. Pour s'en sortir, après une période de difficulté, une mutation profonde du rapport au bâtiment et à sa propriété s'opère alors. Les occupants réalisent que la location permet une réelle adaptation à des besoins qui changent dans le temps. Attirés par des rendements attractifs, de grands opérateurs privés prennent alors pied dans le logement. Bénéficiant de conditions de financement facilitantes, ils deviennent les premiers investisseurs dans la construction, la rénovation et l'exploitation du parc urbain. Le nombre de propriétaires occupants baisse drastiquement et le bâtiment devient ainsi un agrégateur de services. En ville, le bâtiment devient ainsi un service mis à disposition de ses occupants par des acteurs institutionnels. Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion des espaces, flexibilité qui est aidée par des solutions numériques. Les opérateurs font évoluer les bâtiments pour les rendre plus multifonctionnels. Ils accueillent des fonctions communes au quartier, comme des commerces, des espaces verts partagés, de l'agriculture urbaine, des locaux associatifs, mais aussi de la captation d'énergie ou des recharges de véhicules électriques. Ils incluent des espaces plurifonctionnels dont l'usage peut varier au cours de la journée ou de la semaine. La location des locaux à l'heure se développe. Alors, du côté de la filière construction-rénovation, on y a aussi un changement drastique. Alors que sa productivité était restée à la traîne des autres secteurs au début du XXIe siècle, elle réussit à augmenter fortement sa productivité. Et ceci est lié à la convergence de différents éléments. Premièrement, les investisseurs dans l'immobilier sont prêts à soutenir ce secteur qui était jusqu'ici peu capitalistique. On en met donc plus d'investissements pour pouvoir changer les manières de faire. Les pouvoirs publics et les acteurs de la filière réussissent à associer exigence écologique et fluidification des règles. On sort d'une réglementation paralysante, on a une réglementation beaucoup plus souple, mais très ambitieuse.
Par ailleurs, les nouveaux fournisseurs de services bâtiments imposent une réduction des désordres. On sait que le bâtiment était un secteur où il y avait beaucoup de désordres, mais là, les fournisseurs du service bâtiment voient que ces désordres grèvent leurs marges, et donc ils mettent la pression très fortement sur les gens qui construisent ou qui rénovent pour qu'on construise zéro défaut. Alors, pour augmenter leur productivité, les acteurs recourent à des solutions industrielles qui permettent de massifier la rénovation et de construire rapidement en maîtrisant les coûts et la qualité. Une part importante des travaux de construction-rénovation est ainsi transférée du chantier vers l'usine. Les nouveaux bâtiments construits ou rénovés selon ces approches ont des performances environnementales élevées. On fait également le choix d'utiliser fortement la démolition-reconstruction pour densifier les zones périphériques des métropoles. Certains parlent d'ailleurs de nouvel haussmannien des banlieues. Le recours à des solutions technologiques avancées et la désorganisation liée à des crises successives conduisent à des tensions sur les matériaux. Ces tensions sont gérées par une accélération du recours à l'économie circulaire. En 2050, une part très importante des grandes villes et de leur couronne périurbaine a fait l'objet de rénovations lourdes ou de restructurations. Les friches urbaines ont disparu. Hors des métropoles, la situation est très contrastée entre lieux de villégiature et zones dépeuplées. Et je passe la main à Alban. Alors pour le dernier scénario, souvenez-vous, c'est un scénario où la pénurie de ressources contraint l'action. Donc on part dans un monde un peu différent de celui des trois premiers qu'on vous a présentés. C'est un monde où, d'une façon générale, la société a une difficulté grandissante à gérer le cumul des crises systémiques que sont le changement climatique, les pandémies, les crises économiques, etc. Et dans ce contexte, l'État a beaucoup de mal à gérer toutes ces crises et donc il va se désengager et ça ouvre la voie à une individualisation de la réponse aux crises. Donc on répond de façon dispersée. Et par ailleurs, on a une ou plusieurs des ressources clés pour le bâtiment qui viennent à manquer. Alors quand on dit ressources, on pense à quoi? On pense à la main-d'œuvre, aux matériaux, mais aussi au financement. On peut imaginer, c'est un scénario où le financement de l'État dans l'immobilier, notamment dans le logement, pourrait se tarir, où les financements des investisseurs institutionnels pourraient également se détourner du bâtiment parce que le bâtiment étant frappé par les évolutions climatiques, etc., c'est des actifs risqués, donc on se dégage de ces actifs. Donc, il nous manque des ressources et on est dans un contexte de crise systémique. Et dans ce contexte, eh bien, les acteurs réagissent en ordre dispersé. Donc, c'est des stratégies individuelles de réponse à la crise. Ça veut dire quoi? Que c'est des stratégies qui sont au niveau soit du ménage, soit au niveau d'un acteur ou d'un petit groupe d'acteurs d'un territoire. Ça peut aller jusqu'à la recherche d'autonomie des bâtiments vis-à-vis des réseaux. Donc, on essaie de se couper des réseaux pour pouvoir assurer son autonomie énergétique, alimentaire, etc. Et donc, selon les territoires, la réponse aux crises va être très différente. Dans certains territoires, les vagues de chaleur vont être gérées par de la climatisation. Et puis, dans d'autres territoires, on va essayer de rénover proprement le parc, de faire de la végétalisation, etc. De la même façon, la réponse à la crise de la main-d'œuvre, dans certains territoires, ce sera la délocalisation, de l'ubérisation de l'artisanat ou du bricolage, mais de qualité variable. Et donc, du coup, on a un cercle vicieux quelque part au niveau de l'attractivité du secteur parce qu'on fait les choses pas très bien et donc le secteur devient de moins en moins attractif. Et puis, dans d'autres territoires, au contraire, ça va être, pour répondre à cette crise de la main-d'œuvre, des dynamiques d'autorénovation accompagnées de qualité, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un scénario où petit à petit, le territoire, la société se fractionne. On a des bidonvilles qui peuvent réapparaître d'un côté avec des occupations sauvages de lieux, et puis de l'autre, au contraire, des ménages aisés qui, eux, investissent pour maintenir leur niveau de confort. Alors, dans un scénario de ce type-là, eh bien, l'activité du bâtiment et de l'immobilier, comme elle est privée de ressources, elle tourne au ralenti. Donc, le volume d'activité, forcément, est en baisse. C'est un contexte qui est peu propice à une augmentation de la productivité du secteur.
Et la seule chose un peu positive dans un scénario de ce type-là, c'est qu'on a le développement d'une innovation frugale, puisque comme on n'a plus de ressources, eh bien, il faut faire sans. Néanmoins, à 2050, on a un parc dont l'obsolescence s'est largement accrue au fur et à mesure que le décalage entre les besoins de ses occupants et le cadre bâti s'est élargi. Et donc, on assiste au développement de l'insalubrité, du mal-logement. On a une partie de la population qui se retrouve assignée à résidence dans des logements qui sont peu adaptés à ses besoins. On a eu un faible taux de rénovation du bâti et donc il a été mal préparé aux effets du changement climatique et donc on a une précarité énergétique d'été qui vient s'ajouter à une précarité énergétique d'hiver. Voilà pour ce scénario pénurie. Et pour rendre les choses un tout petit peu plus concrètes, on a pris cet exemple. Donc ce pavillon périurbain que tout le monde connaît, tout le monde est déjà passé devant, on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait lui arriver dans les 4 scénarios qu'on vous a décrits. Alors, commençons par le scénario difficile de tout faire. Dans ce scénario, ce pavillon, dans les années 2020-2030, il a été soumis au retrait-gonflement des argiles. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. C'est le fait que les séquences d'humidité et de sécheresse liées au changement climatique qui augmentent se traduisent par des fissures, le sol bouge et des fissures apparaissent dans le bâtiment. C'est aujourd'hui la cause principale de dommages liés au changement climatique dans les bâtiments. Et donc, les propriétaires ont dû faire des travaux de renforcement pour que le bâtiment ne tombe pas. Et puis, quelques années après, ils ont été soumis à des obligations de travaux du fait des nouvelles règles environnementales qui imposaient que le bilan carbone du bâtiment et ses consommations d'énergie soient très basses. Et il fallait donc rénover complètement le bâtiment. Et là, vu la situation économique, ils se retrouvent devant une difficulté pour faire ces travaux qui sont pourtant obligatoires. Ils pensent à vendre. Du coup, dans le second scénario, le scénario rééquilibrage, le pavillon, qui était accessible par tous car situé au centre du lotissement, a été préempté par la mairie pour être transformé en maison communautaire. Au départ, les habitants avaient décidé de l'aménager pour en faire une micro-crèche. Il a nécessité d'importants travaux dans les années 2030, notamment pour lui permettre de supporter les sécheresses et les canicules. Au fil du temps, ce pavillon a été transformé en bibliothèque d'objets mutualisés, tondeuse, appareils de cuisine, des livres, puis en centre de soins de jour pour les personnes âgées du quartier. Alors, dans le scénario bâtiment comme service, ce pavillon, il faisait partie d'un lotissement où il y avait un ensemble de pavillons. Et ces pavillons, ils ont été vendus à un investisseur qui les a détruits pour faire un petit lotissement de petits collectifs. Ce faisant, et sans artificialiser les sols, la population sur le site a pu être multipliée par 4. Alors, cet investisseur offre aujourd'hui sur des bâtiments qui sont donc des logements qui sont en location, des services plutôt haut de gamme. Le bâtiment a été construit, il n'y avait pas eu de désordre, il a été construit avec beaucoup de numérique, il y a des suivis des consommations, tout un ensemble de services. Vous pouvez avoir accès à des locaux pour le coworking ou autre. La population qui habite ces nouveaux immeubles, elle est constituée pour une part d'anciens habitants du quartier qui ont échangé, qui ont décidé de rester là, de gens qui sont venus d'ailleurs parce que ce lotissement était très attirant, mais on a aussi tout un tas de gens qui vivaient là et qui ne peuvent pas s'offrir ce service haut de gamme et qui sont donc partis ailleurs, dans un endroit où ils ont une location beaucoup plus bas de gamme.
Et on finit par le scénario pénurie. Alors, c'est un scénario où le bâtiment, enfin, la maison a été vendue dans les années 30 au décès de sa propriétaire. Elle a été rachetée par une famille avec des enfants qui a voulu faire des travaux, mais qui n'a pas trouvé d'artisan pour les faire. Donc, ils ont juste passé un coup de peinture et ils ont vécu dedans. Et là, on est en 2050 et il y a une grosse inquiétude autour d'un certain nombre de fissures qui apparaissent sur les murs de la maison. Voilà un peu pour vous donner une idée du devenir très différent d'un même bâtiment dans nos 4 scénarios. Et enfin, pour finir, on va vous présenter 3 messages clés qui nous semblent ressortir de l'analyse transversale de ces scénarios. Et le premier message clé, c'est le fait d'accélérer, c'est la notion d'accélération. Les scénarios qu'on vous a présentés, ils mettent en évidence un clair besoin d'accélération du secteur du bâtiment pour être au rendez-vous des multiples transitions qu'il va devoir affronter dans les décennies à venir. Ça peut être des transitions environnementales, démographiques, mais aussi numériques, par exemple, qui s'accompagnent du reste d'un cumul de crises systémiques, ce qui plaide encore pour une accélération des transformations. Or, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est l'objet d'un grand nombre d'attentes. Des attentes environnementales, on l'a déjà dit, mais aussi des attentes sociales, économiques. Or, c'est un secteur qui évolue relativement lentement, en tout cas comparativement à d'autres, et qui est caractérisé par un faible niveau d'investissement en R&D, et qui par ailleurs est particulièrement fragmenté, ce qui va venir ralentir les mutations possibles. Devant l'ampleur des demandes qui vont être adressées au secteur, une tentation pourrait être de se dire qu'il n'est pas possible de tout faire, pour reprendre le titre d'un des scénarios, qu'il va donc falloir relâcher une des contraintes pour pouvoir assumer les autres. Au vu des évolutions historiques, on pourrait même penser qu'on est ici sur un scénario tendanciel. Une autre direction, ça pourrait être la recherche d'approches nouvelles qui permettraient de répondre à l'ensemble des jeux de contraintes, et donc à l'ensemble des défis et des besoins auxquels doivent répondre les bâtiments. Du coup, pour cela, on pense que pour accélérer les mutations, il va falloir passer tout d'abord par un passage à l'échelle des expérimentations techniques. Par exemple, ça va être l'industrialisation de la rénovation, mais aussi des expérimentations juridiques. On peut réfléchir aux nouvelles formes de propriété et potentiellement à une vision du bâtiment qui serait moins fondée sur la propriété que sur un bâtiment qui serait vu comme service. Des expérimentations organisationnelles, on peut penser à la fluidification des parcours résidentiels, politiques, comme les politiques de rénovation, et qui sont à l'heure actuelle existantes, ces expérimentations, mais qui demeurent à l'état de niche. Donc, on a un véritable besoin de passage à l'échelle, de renforcement de toutes ces expérimentations. Deuxième point, le renforcement de la filière, aussi bien en nombre qu'en capacité d'action collective, ce qui notamment fait écho avec les besoins de réenchantement, d'une certaine manière, de la filière, et puis d'accompagnement via la formation, via le développement de nouveaux métiers qui viennent accompagner ces différentes transitions. Donc on voit bien que ce besoin d'accélérer, il concerne l'intégralité des acteurs de la filière, que d'une certaine manière, les scénarios qu'on vous présente aujourd'hui détaillent différentes options, différentes manières de travailler à ces mutations. Deuxième message, la nécessité pour le secteur de s'adapter à des évolutions du contexte. Donc il faut accélérer, mais il faut accélérer dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Et le secteur est particulièrement sensible à des facteurs de contexte. On vous disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de facteurs de contexte. On en a identifié plusieurs qui vont vraiment avoir un impact important sur le secteur et qui pourraient évoluer de façon très différente. Et notamment deux. Le premier, c'est la disponibilité, désolée pour la faute d'orthographe, la disponibilité des ressources. Donc vous voyez que c'est un secteur, le secteur du bâtiment, qui a du mal à attirer de la main-d'œuvre, qui a une main-d'œuvre vieillissante. Donc la ressource humaine n'est pas acquise. La ressource en termes de matériaux, et on l'a vu sur ces derniers temps, n'est pas acquise non plus.
La ressource en termes de financement, si on pense à tous les besoins d'investissement dans la rénovation des bâtiments, n'est également pas acquise. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments de disponibilité des ressources qui peuvent avoir un impact extrêmement fort sur la filière. Deuxième point sur lequel il y a des incertitudes fortes, c'est les grands choix d'occupation du territoire. Selon qu'on va vers une métropolisation ou un rééquilibrage, vous voyez que c'est une décision qui n'est pas à la main des acteurs du bâtiment et de l'immobilier. Et néanmoins, c'est un ensemble de décisions politiques et de choix à faire en tant que société qui vont fortement impacter ces acteurs et la façon dont le bâtiment peut évoluer. Si on est sur la métropole, on a des prix immobiliers qui montent, on a des évolutions qui vont contraindre l'action sur certains points ou qui peuvent ouvrir des opportunités bâtiments comme un service, etc. Si on est sur un rééquilibrage, on a d'autres contraintes, d'autres opportunités. Vous voyez, ces deux éléments de contexte, vraiment, s'appliquent à l'intégralité des acteurs de la filière. Et comme le disait Jérémy, c'est une filière qui est très fragmentée et qui n'a pas forcément de dispositif de veille un peu commun pour pouvoir identifier dans quel sens on va et pouvoir s'adapter assez rapidement. Donc là, il y a un enjeu autour de ça. On va passer au dernier qu'on a appelé de construire plus à utiliser mieux. En gros, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a été dans une course liée notamment à l'évolution démographique, mais aussi au fait qu'on s'est étalé de plus en plus dans les bâtiments, dans lequel on avait une course à la quantité. On le voit d'ailleurs dans les débats ces temps-ci autour de la campagne présidentielle. Beaucoup d'acteurs sont encore dans cette vision que le défi, c'est de construire et de construire beaucoup. Notre impression, c'est qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. On a un parc considérable. Le parc de bâtiments, c'est aujourd'hui plus de 200 000 € par Français et c'est 80% du patrimoine national. Donc, on a un parc considérable et l'impression, c'est que le défi, ça va être d'utiliser mieux ce parc. Du moins, un défi nouveau, ça va être d'utiliser mieux ce parc. Alors, en effet, les facteurs qui ont aiguillé la construction neuve dans le passé sont en train de se tasser, que ce soit le vieillissement de la population, le numérique, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Alors, première idée, ça va être comment mieux utiliser ce parc existant avec parmi les idées qui sortent, qui sont en train d'émerger doucement, il y a l'idée du partage. Alors, le partage, on peut le penser à 3 niveaux. Il y a l'idée de partager des bâtiments. On sait qu'aujourd'hui, le nombre de personnes par ménage, donc le nombre d'occupants de chaque logement, a fortement baissé. Et qu'il va probablement continuer à le faire du fait du vieillissement. Donc, on a des gens de moins en moins nombreux dans les logements. On voit apparaître un certain nombre de cas où on fait de la segmentation de logements, qui est une manière de répondre. Ça peut être du partage dans des locaux existants. Le développement de la colocation en est un des exemples. Les modes de vie en commun ont bougé plus vite que l'immobilier. Donc, on a Ça peut être aussi, et beaucoup d'acteurs sont en train de pousser ça, le partage de l'usage, notamment dans les locaux tertiaires, où on considère qu'on pourrait peut-être, notamment grâce au numérique, mieux utiliser les locaux. Autre exemple sur la manière de mieux répondre à ce besoin du bâtiment, c'est les bourses d'échange qui se sont faites dans le secteur HLM, qui permettent d'échanger des logements entre des gens dont les enfants sont partis, qui ont des grands logements, peut-être sans ascenseur, et qui préféreraient peut-être en avoir un plus petit, mais avec un ascenseur. Alors ça a des conséquences, ce changement de passer du construire plus à un utiliser mieux, probablement une évolution de la répartition du volume d'activité entre neuf et rénovation, qui a été très stable au cours des 20 ou 30 dernières années, avec un tout petit peu plus de rénovation que de neuf, mais des choses du même ordre de grandeur. Il pourrait y avoir un changement là-dessus. Et d'autre part, un changement dans la conception des bâtiments neufs, en se disant comment on conçoit des bâtiments dont les usages
puisse bouger plus facilement au cours du temps, puisqu'on est dans un avenir qui est relativement incertain. Voilà pour ce dernier point. Et du coup, pour finir, on voulait vous poser la question et donc vous faire un petit sondage avec 2 questions. Quel scénario préféreriez-vous voir arriver? Et quel scénario vous paraît le plus probable? Pour qu'on puisse ensuite comparer si nous avons la même réponse à la première et à la deuxième question. Alors Jean-Christophe vous a mis dans le chat le lien vers le sondage. Sinon, vous pouvez scanner le QR code qui apparaît sur votre écran. Et ça va vous permettre de voter. Et comme ça, on pourra, à la fin de la session questions-réponses, prendre le temps d'aller regarder les résultats du sondage. Voilà, on est au bout de la présentation. On va peut-être commencer à répondre aux questions qui sont apparues. Le temps que vous répondiez au sondage. Alors, on les prend. Jean-Christophe, est-ce que je peux reprendre Vas-y. 30 secondes pour poser, pendant que les participants peuvent effectivement répondre au sondage. Moi, j'ai déjà voté parce que je pense que les choix sont clairs. Mais bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais vous avez par ailleurs, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps justement d'écrire les questions qui vous apparaissent intéressantes pour les intervenants, de compléter celles qui sont déjà apparentes et puis ensuite de voter pour celles qui vous apparaissent comme étant les plus pertinentes au cas où nous n'aurions pas le temps de toutes les prendre. Moi, j'ai une première question pour lancer un tout petit peu la discussion, qui est de savoir, enfin, de vous demander si vous pourriez rappeler rapidement pourquoi vous avez lancé cette démarche en fait à l'ADEME et au CSTB, avec quels objectifs et aussi comment ça s'insère ou comment ça s'articule avec les autres démarches de l'ADEME, notamment les démarches transition 2050, j'espère que je me trompe de terme, et aussi de voir dans quelle mesure ces scénarios sont articulés ou pas avec les objectifs qui sont notamment ceux de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Est-ce que vos scénarios sont articulés à ça? Est-ce qu'ils peuvent tous aboutir à la neutralité carbone 2050? Est-ce qu'il y en a parmi les 4 que vous avez présentés qui sont peut-être plus favorables à la réalisation de cet objectif, etc. Et donc la question corollaire à celle-ci, c'est, vous avez un peu esquissé les choses déjà, mais j'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus, c'est que dans ces différents scénarios, pour être un peu basique, les acteurs qui gagnent, les acteurs qui perdent ne sont pas exactement les mêmes. Donc les acteurs aussi un peu dominants ou ceux sur lesquels on peut s'appuyer, disons si on prend les choses de manière positive, ne sont pas nécessairement les mêmes dans les différents scénarios. Et donc ça m'intéresserait aussi de vous entendre, pas forcément scénario par scénario, mais notamment dans le scénario 2, bâtiment comme un service, je n'ai plus exactement et puis dans le scénario rééquilibrage par exemple, pardon, c'est le scénario 3, bâtiment comme un service, je crois, et le scénario 2, rééquilibrage, voilà, quels sont les acteurs qui apparaissent comme étant dominants sur lesquels on peut s'appuyer. Est-ce que c'est des gros acteurs du bâtiment aujourd'hui ou est-ce que c'est, je sais pas, les GAFA éventuellement? Voilà. Et donc aussi, quel est l'usage qui peut être fait de vos scénarios par les acteurs, puisque vous avez dans vos travaux aussi mis en place un certain nombre de kits tout à fait intéressants, y compris d'un point de vue méthodologique, pour que les acteurs puissent utiliser vos scénarios. Et donc, voilà, j'ai aussi une question là-dessus. Alors, c'est une question un peu à tiroir. Il ne faut pas prendre 20 minutes pour répondre, parce que j'aimerais bien qu'on prenne les réponses aussi des participants, mais ça permet de leur laisser le temps de poser les leurs. On va peut-être commencer à répondre sur pourquoi on a lancé cette étude, et puis Alban continuera sur le lien avec les scénarios ADEME. Au départ, moi, j'accompagne le secteur depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans, sur la transition écologique, notamment les labels, les réglementations qui ont été mises en place. Et j'ai pris conscience du fait que, à la fois, tout ce qui était lié à l'environnement faisait bouger les secteurs, mais qu'en même temps, on avait beaucoup de gens qui avaient chacun une vision un peu limitée de ce secteur. Chacun le regardait depuis un bout. Notamment au CSTB, on a tendance à le regarder par un bout, d'où l'idée que si on voulait pouvoir essayer de réfléchir ensemble, c'était important
de mettre autour de la table des gens qui réfléchissaient en regardant le secteur depuis différents bouts. On a eu d'ailleurs un défi qu'on a commencé à travailler. On s'était dit, on a suivi la formation Futurible, il nous faut 8 ou 9 variables avec lesquelles on va travailler. On a fini avec 22, d'où la complexité de ce secteur. Donc la première idée, c'était ça, permettre d'avoir une réflexion collective du secteur et qui ne soit pas au départ orienté vers un sujet. Je rappelle que le motto du CSTB, c'est le futur en construction. Donc ça fait partie, en tant que centre de recherche du secteur, d'un de nos éléments. Regardez sur du long terme. Alors, sur l'articulation avec les autres démarches prospectives, effectivement, certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de Transition 2050, qui est le travail de prospective normative de l'ADEME sur la neutralité carbone à 2050. Donc, on est sur deux démarches qui sont à la fois différentes et complémentaires. Différentes parce que Transition 2050, c'est de la prospective normative. On se donne un objectif qui est la neutralité carbone et on essaye de l'atteindre. Donc, la question, c'est quels sont les leviers et lesquels on actionne. Transition 2050, c'est aussi le bâtiment, mais aussi l'agriculture, l'industrie, etc. Donc, c'est une démarche systémique où le bâtiment joue un rôle plus ou moins important. Et donc, on va s'assurer de la cohérence pour avoir des scénarios qui sont cohérents sur l'ensemble de la société. Mais par contre, on va faire un effet loupe sur tout ce qui est levier de transition. Donc, on va parler beaucoup de rénovation, de volume de construction, etc. On ne va pas du tout parler de mécanismes qui sont propres à l'immobilier, le financement de l'immobilier, les mécanismes de rapport à la propriété, etc. Et donc, ce que ce travail, Imaginons ensemble les bâtiments de demain, permet de faire, c'est justement de faire cet effet loupe sur les mécanismes propres aux bâtiments et à l'immobilier, pour aller regarder les évolutions de la main-d'œuvre, les évolutions, etc. Donc, c'est un travail qui est complémentaire, mais néanmoins, comme vous avez devant vous l'équipe qui a fait les deux, on vous a préparé une petite diapo. Alors, il faut juste le temps qu'elle arrive, voilà, pour vous montrer la correspondance entre les scénarios. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les scénarios de Transition 2050, ça va être un peu barbare, mais on va vous expliquer. En gros, le scénario difficile de tout faire, c'est clairement un scénario tendanciel ou un scénario pari réparateur. Alors, pas besoin de savoir ce qu'il y a dans pari réparateur, mais en gros, c'est deux scénarios où le bâtiment ne fait pas sa part dans la transition. Donc, à la fin, en 2050, on a des émissions carbone importantes. Et donc, soit on arrive à les compenser avec des puits technologiques dans pari réparateur, soit on n'y arrive pas. Et donc, on est dans un scénario tendanciel. Mais c'est un scénario où le bâtiment ne fait pas sa part. Le scénario rééquilibrage, c'est un scénario où vous avez vu, les acteurs vont très vite. On a une forte accélération de l'action. Et il se traduit dans deux des scénarios ADEME selon le niveau de sobriété et de rééquilibrage territorial. Donc, c'est soit génération frugale, soit coopération territoriale, pour ceux qui connaissent les scénarios de transition. Le scénario bâtiment comme un service, c'est clairement un scénario métropolitain avec un nouvel esprit haussmannien, on déconstruit, on reconstruit, etc. C'est technologie verte. Le passage de l'un à l'autre se fait parfaitement. Et donc, ces trois scénarios-là, c'est des scénarios où le poids carbone du bâtiment, en tout cas de la phase d'usage du bâtiment, est totalement compatible avec les objectifs de la SNBC à 2050. Et puis enfin, le scénario pénurie n'a pas d'homologue dans Transition 2050, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas compatible, c'est juste qu'on n'a pas fait le travail de savoir comment on ferait pour un scénario pénurie. Voilà pour vous donner un peu une idée. L'intérêt des deux, du coup, d'avoir les deux démarches complémentaires, c'est que, et ça rejoint la question sur l'usage de nos scénarios par les acteurs, c'est que du coup, on peut avoir des scénarios dans la façon de les décrire qui sont plutôt orientés sur des éléments qui vont parler aux acteurs de l'immobilier du bâtiment, mais néanmoins des ordres de grandeur avec les scénarios ADEME qui permettent de leur montrer quels sont réellement quand on dit rénovation, on dit 80% du parc rénové BBC en 2050. Donc là, direct, ça parle. On sait qu'à l'heure actuelle, on est à moins de 1%. Ça donne une idée. Et donc, du coup, ce travail avec les acteurs, on l'a commencé avec les partenaires de la démarche. Donc, sur la diapo d'introduction, il y avait différents partenaires, des partenaires de l'immobilier, du bâtiment, et on fait un travail avec eux pour prendre chacun de ces scénarios, de se dire quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation dans les différents scénarios, et comment est-ce qu'on peut anticiper les changements. Donc, c'est ce travail qu'on fait du passage de la prospective à la stratégie, qu'on a commencé avec les partenaires de la démarche, et qu'on peut imaginer faire avec d'autres acteurs du secteur au fur et à mesure que les mois vont passer. Je ne sais pas si les gagnants-perdants...
Sur les gagnants-perdants, autant sur l'aspect faire de la prospective ensemble, avec tous les acteurs, aucun problème. On voit que dès qu'on passe à la stratégie et qu'on décline en disant qui pourrait être le gagnant, qui pourrait être le perdant, et surtout qu'est-ce que ça fait pour mon organisation, là les réponses peuvent être extrêmement différentes pour les uns et pour les autres. Ce qui nous frappe, dans les premiers échanges qu'on a eus, les premiers ateliers de travail qu'on a fait, en fait, on fait un atelier sur une demi-journée avec les partenaires, où on leur présente les scénarios pendant 1 heure, et ensuite, on les fait travailler sur qu'est-ce qui se passe pour vous. On met 4 groupes, si on est dans chacun des scénarios. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ressortent un peu systématiquement. La prise en compte de la rénovation est un facteur qui apparaît chez beaucoup de partenaires, y compris des gens dont le métier, ce n'est pas de faire de la rénovation. Mais ça renforce chez eux l'idée que les petites expériences qu'ils font pour se décaler vers ce sujet-là sont peut-être plus importantes. Ce qu'on voit apparaître très vite, c'est la recherche chez chacun du quelle est l'action sans regret. Donc l'action qui pourrait marcher dans les 4 scénarios. À chaque fois, ils en trouvent une au moins, disant ça c'est sans regret, on peut le faire, ça a du sens et donc on peut accélérer là-dessus. Et puis après, ça sème une graine avec d'autres sur comment faire par rapport à ça. C'est peut-être encore un peu tôt pour pouvoir sortir l'ensemble des choses. Par ailleurs, bien évidemment, la première remarque de tout le monde, c'est qu'il ne va pas se passer un de ces scénarios. On va avoir de l'assemblage entre ces scénarios, suivant les endroits, etc. Mais c'est le premier point, ça ouvre les chakras sur ce sujet-là, et y compris dans des groupes où on avait des gens de la même entreprise, mais dans des rôles très différents dans l'entreprise, ça amène du débat à l'intérieur de l'entreprise qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions et si vous voulez vous en saisir par vous-même. Sinon, je peux vous les lire et vous les soulever. Alors, je vois qu'Alban n'a pas accès aux questions. Donc, je vais faire le Sherpa et distribuer la parole sur les questions. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont présents, aussi à demander la parole et à poser des questions oralement. On a le droit aussi de s'exprimer oralement quand on le peut. Voilà. Donc, peut-être, est-ce que parmi les présents, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser aux intervenants pour l'instant? Oui, alors Marie-Hélène, il faut juste que voilà, je te donne le micro. Est-ce que tu veux bien te présenter en prenant la parole? Marie-Hélène Laurent, donc EDF Recherche en prospective énergétique. Il faut vraiment que le micro soit collé. Il faut que tu parles plus fort, Marie-Hélène, on t'entend mal. Merci. Ma question, c'était sur les recommandations. Donc, il y a eu celles qui ont été adressées à la filière, là, que vous avez décrites. Il y avait un volet qui était prévu pour les recommandations pour les pouvoirs publics en vue d'action. Et donc, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a été décrit ou est-ce qu'il est à venir? Alors, Jean-Christophe. On est clairement en train d'utiliser, je dirais, ce travail prospectif dans tous nos travaux au quotidien pour le conseil au pouvoir public. Il y a du travail de formalisation qui reste encore à faire là-dessus, mais il y a différents endroits où on est en train d'exploiter ça pour transformer ça en des messages, ou utiliser certains éléments pour le message sur la filière. Ce ne sera pas forcément un truc qui sera ciblé, qui sera affiché comme un résultat de la démarche prospective, parce que là, elle est collective et que cette analyse elle est vraiment collective. Mais ensuite, on est en train d'exploiter dans nos rôles d'établissement public pour pousser un certain nombre de choses. Typiquement, sur le sujet de utiliser mieux, on travaille sur une note dans le cadre du plan bâtiment qui va décrire ça de manière assez forte, quoi.
Merci Jean-Christophe. Alors, je vous propose de prendre les questions. Alors, vous n'avez pas voté pour les questions qui vous apparaissaient les plus importantes, donc je vais les prendre dans l'ordre qui m'intéresse et puis aussi dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Il y a Jean-Michel Blanc notamment qui demandait si jamais vous aviez pris en compte la problématique des résidences secondaires et des résidences de tourisme, littoral, montagne, dans votre réflexion. Et il rappelle qu'il y a aujourd'hui 3,7 millions de résidences secondaires en France et que ça a été plus 500 000 logements entre 2014 et 2021. Je peux prendre la question des résidences secondaires. C'est une question qu'on a creusée de diverses façons, à la fois dans ce travail et dans Transition 2050. Clairement, le scénario rééquilibrage, c'est un scénario où, quand on dit utiliser mieux, c'est se dire on a un stock de bâtiments existants dont certains sont tout le temps vides, c'est les logements vacants. Certains sont vides une grande partie de l'année, c'est les résidences secondaires. Certains sont vides une grande partie de la journée, c'est soit les logements, soit les bureaux le soir et le week-end. Et donc du coup, si on se dit qu'on répond aux besoins, mais en optimisant l'occupation du parc, ça veut dire que potentiellement, l'intensité d'usage va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, dans un scénario rééquilibrage, et c'est ce qu'on retrouve dans les scénarios de transition 2050, les scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est un scénario où on aura moins de résidences secondaires, ce qui est potentiellement cohérent avec le vieillissement de la population, où un certain nombre de personnes pourraient faire le choix d'aller plutôt vivre dans leur résidence secondaire, c'est-à-dire de transformer leur résidence secondaire en résidence principale. La question se pose de la même façon avec les logements vacants, donc on sait qu'à l'heure actuelle, ils sont plutôt dans la diagonale du vide. Un scénario rééquilibrage, c'est aussi potentiellement un scénario où on va réinvestir des logements vacants pour éviter d'avoir à construire des nouveaux logements pour répondre aux besoins. Donc voilà, c'est ce genre d'éléments qu'on a introduit. Alors, qu'on a introduit dans ces scénarios de façon qualitative et dont on a quantifié l'impact en termes de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre dans Transition 2050. Dans un scénario, dans bâtiment comme service, on voit bien que cette idée de diminution de la propriété, premièrement, plus d'artificialisation, donc on évite de se mettre à construire, à étaler. Et par contre, baisse de la propriété, ça veut dire que les systèmes qui permettent d'utiliser à plusieurs les résidences secondaires, enfin de densifier leur usage par des investisseurs qui les feraient tourner, sont plutôt amenés à se développer dans ce scénario-là. Merci Jean-Christophe. Alors, de fait, ça fait un lien assez fort avec deux questions que je vais mettre ensemble, qui portent notamment sur le foncier et justement sur l'artificialisation. Une question de Nicolas Rochas qui dit « Dans les ressources et variables, je n'ai pas vu le foncier dont l'évolution impactera le coût de sortie des bâtiments. Quelle prise en compte de l'objectif du zéro artificialisation nette ?» Alors, je crois que le foncier est dans les variables, vous allez nous le redire. Et puis, il y a une question qui porte de Maël Enaf qui dit « La plupart des scénarios font état d'une artificialisation réduite. Quels impacts sur le marché immobilier et surtout quelles conséquences sociales sur l'accroissement des inégalités dans l'accès au logement ?» Donc, voilà, deux questions sur le foncier et la question de l'artificialisation et puis leurs éventuelles implications sociales si jamais vous avez des éléments. Alban, tu pourrais mettre la matrice morphologique, quand même pour qu'on indique comment on l'a traité. Le foncier, on l'a traité notamment dans la politique de l'urbanisme, dans laquelle on voit que dans cette politique de l'urbanisme, les sujets de zéro artificialisation sont quand même des sujets forts. Et dans les différentes hypothèses qu'on a, on a le fait que le cadre qui est défini soit appliqué ou pas. Et donc, quand je dis zéro artificialisation nette, je le dis, mais est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Et l'autre élément qu'on a, c'est est-ce qu'on a un cadre rigide, c'est-à-dire interdiction d'artificialiser là, ou est-ce que j'ai un cadre beaucoup plus souple qui va permettre, dans l'objectif général de non-artificialisation, de trouver plus de liberté. Alors ensuite, dans les scénarios, vous voyez que le scénario difficile de tout faire, on est très clairement dans un scénario où on dit « je veux zéro artificialisation nette », et une fois qu'on l'a dit, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a effectivement des objectifs qui sont annoncés,
Ce n'est pas forcément des objectifs qu'on atteint. Alors que dans les deux scénarios, rééquilibrage et bâtiment comme un service, on a beaucoup plus pris en compte cet aspect zéro artificialisation nette. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'aspect social? On le voit dans le scénario bâtiment comme un service. On va vers des bâtiments, on va se répartir la surface en étant plutôt locataire. Ça peut vouloir dire deux choses. Du bâtiment locatif un peu haut de gamme, des résidences haut de gamme avec beaucoup de services. Mais il y a une autre approche pour ça, ça s'appelle les marchands de sommeil. C'est des gens qui gèrent les bâtiments comme des services. Donc le bâtiment comme un service, il a bien deux facettes. Tout le monde n'a pas forcément accès à la même qualité. Donc on se met à partager les logements dans des conditions qui, pour certains, sont très satisfaisantes, pour d'autres, éventuellement, beaucoup moins. Sur rééquilibrage, je ne sais pas, Jérémy ou Alban? Pour rééquilibrage, moi, je sens que l'interdiction de l'artificialisation des sols, la limitation de l'artificialisation des sols, est un objectif qui est plus simple à atteindre dans le scénario rééquilibrage, dans la mesure où la nouvelle répartition de la population va permettre en fait d'aller repeupler des logements qui étaient peu ou pas utilisés. La conséquence qu'on va avoir, c'est surtout que dans ce scénario, et avec cette contrainte-là, on va avoir beaucoup un grand plan de rénovation qui est lancé, à la fois énergétique et aussi de réhabilitation de bâtiments potentiellement existants et qui n'étaient plus vraiment praticables. Du coup, à mon sens, c'est comme ça qu'on arrive à gérer cette contrainte-là dans le scénario rééquilibrage. Sur les questions des impacts sociaux, tels qu'on y a réfléchi, dans ce scénario, on est finalement dans une situation dans laquelle on a un accroissement de l'accès à la propriété qui est notamment permis par une baisse des prix de l'immobilier, notamment dans les zones rurales, notamment dans les métropoles, avec des hausses des prix des logements relativement limitées dans les zones rurales, qui aboutit, à mon sens, mais je demande confirmation, au fait que, en termes d'accès au logement, on est certainement dans le scénario qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Et pour compléter, en termes d'impact quantifié sur l'artificialisation des sols, on va publier le 22 mars prochain un ensemble de feuilletons complémentaires à Transition 2050 et on a travaillé avec le CGDD et le modèle qu'ils ont développé pour quantifier l'impact en termes d'artificialisation des sols des scénarios. Donc je ne peux rien vous dire pour le moment, mais rendez-vous le 22 mars pour découvrir les résultats. On aurait dû faire cette table ronde dans une semaine. Bon, merci. Et puis dans le scénario rééquilibrage, vous parliez aussi de destruction de bâtiments. Jérémy tout à l'heure. C'est plutôt dans bâtiment comme un service qu'on. Ah, pardon. C'est dans bâtiment comme un service. On dit en fait, il faut construire la ville sur la ville. Et si on veut densifier, il ne faut pas hésiter sur les endroits où la ville est peu dense actuellement, de réutiliser l'espace et de redensifier sur cet endroit-là. Donc on déconstruit, on reconstruit, ce qu'a fait Haussmann dans Paris. Et on le notifie aussi dans rééquilibrage, mais dans une autre perspective, dans le sens où c'est les logements qui sont pour le coup situés dans les grandes métropoles et qu'on va détruire partiellement pour faire place à la nature en ville. Donc cette fois-ci, pas pour reconstruire derrière. Voilà, donc là où on désartificialise, enfin, si on y arrive. Merci beaucoup. Alors je reprends une autre question d'Olivier Nazerolas qui dit « Quid du bâtiment collectif ou individuel comme élément protection contre les autres, entre guillemets, communauté ou individu, dans un monde potentiellement de plus en plus incertain et risqué ». Alors, ce qui renvoie sans doute, d'après la façon dont je comprends la question, aussi à l'importance que le logement prend de plus en plus dans les préoccupations des Français. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pris ça en compte dans votre réflexion et aussi comment est-ce que cette dimension joue sur la façon tout simplement de concevoir les bâtiments, de concevoir les logements, de concevoir aussi peut-être les bâtiments tertiaires d'ailleurs.
Alors, je veux bien commencer et laisser les autres continuer sur cette dimension-là. Dans le scénario pénurie, on a clairement imaginé un scénario où le futur étant très incertain, le contexte étant très mouvant, il y a l'idée qu'on va essayer de se couper du reste du monde et donc assurer l'autonomie énergétique, assurer l'autonomie alimentaire. Donc ça veut dire en termes de conception de bâti, un bâti où il y a l'espace pour faire pousser, il y a l'espace pour les panneaux solaires, etc. Donc c'est des bâtiments qui ont une morphologie très spécifique, plus ou moins bricolée dans un scénario pénurie, mais on voit très bien comment ça pourrait être une façon de faire qui permettrait du coup de, je ne sais plus comment la question était formulée, mais de se protéger des autres. Je ne sais pas si dans les autres scénarios, on a cette dimension-là qui apparaît. Pour pousser dans ton sens, Alban, c'est dans le scénario pénurie, on a la gated community qui devient gated community, y compris sur l'énergie, éventuellement sur l'alimentation, sur l'eau, où cette volonté d'autonomie pour se protéger des risques est développée, simplement, elle n'est accessible qu'à certains, qu'à ceux qui sont capables de s'amener là. Donc une tension par rapport à ça. Si on regarde dans le scénario bâtiment comme un service, on voit bien qu'il y a là un certain nombre de ruptures dans le bâtiment comme un service, sur cette idée de on vit dans des endroits denses, en contact fort avec les autres, et avec des services qui vont avec. Ça veut dire une reprise de confiance ou des acteurs qui font les services, qui amènent ça. Est-ce que ça veut dire des services avec effectivement le vigile en bas de l'immeuble, etc. On n'est pas allé jusqu'au détail là-dessus, mais on voit bien que dans ce bâtiment comme un service, on peut avoir aussi bien un truc très partageur, très communautaire, qu'un truc où il y a une société de services qui, parmi les services, vous offre le garde armé en bas. Les deux sont possibles. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je passe à une autre question, si ça vous va. Donc, une question de Gwenaël Côte, je pense que ça se prononce comme ça, qui dit en quoi la responsabilité élargie des producteurs, enfin la REP, je pense que c'est la responsabilité élargie des producteurs, des matériaux du bâtiment peut-elle influer sur les scénarios? Donc, en quoi est-ce que ça peut éventuellement pousser tel ou tel scénario? Et puis, question un peu prospective, c'est en quoi, enfin, comment cette responsabilité élargie des producteurs peut aussi s'amplifier ou se réduire dans les années à venir. Jérémy, tu réponds, sinon je peux répondre peut-être par une boutade, mais... Ah non, pas uniquement. Je vais faire ma réponse simplement. Suite à cet exercice prospectif, le prochain qu'on va faire, c'est sur l'économie circulaire. Donc, vous aurez les résultats intégrant les aspects de la REP dès le 22 mars 2024. Donc, on va travailler sur ce sujet-là. Alors, sortie de la boutade, ça intervient sur une des variables. Tu peux remontrer la matrice morpho, peut-être? Qui est la variable matériaux, produits et équipements, dans lequel on a trois approches, une approche de frugalité, une approche d'économie circulaire, une approche de technicisation. Il est clair que la filière REP, elle a tendance à pousser vers des aspects économie circulaire ou frugalité, mais on peut retrouver ça dans les différents scénarios. Typiquement, on a à la fois de la frugalité dans le scénario rééquilibrage, mais de l'économie circulaire pas mal dans le scénario bâtiment comme un service. Et vas-y Jérémy, vas-y. On se rend compte qu'on a un développement de l'économie circulaire dans différents scénarios, mais qui n'est pas basé nécessairement sur les mêmes ressorts. On va avoir un développement de l'économie circulaire et de l'optimisation de la consommation de ressources dans le scénario rééquilibrage, dans une perspective d'accroissement de la frugalité et de priorisation des politiques environnementales, quand on peut très bien imaginer
un recours de plus grand ressort de l'économie circulaire dans le scénario pénurie, mais ici comme quelque chose de subi, de nécessaire pour répondre à pénurie, au manque de matériaux qu'on pourrait rencontrer. Donc sobriété forcée, subie, et sobriété poussée par un certain nombre de mesures a priori politiques de réglementation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Oui. Alors, question qui s'adresse plutôt à Futurible. Est-il possible de revoir cette session sur le site de Futurible pour le conseiller à d'autres personnes? Oui, on fait généralement un montage de ces vidéos, et si les intervenants sont d'accord, on le passe ensuite en replay avec un certain délai, néanmoins. Donc, normalement, vous pourrez la revoir, mais pas dès demain. Un petit point là-dessus quand même. Cette présentation, on l'a fait lors d'un colloque qui a eu lieu fin janvier. Toutes les vidéos du colloque, donc notamment la partie présentation des scénarios, etc., est disponible dès aujourd'hui sur le site www.batimentdemain.fr, puisqu'on a décidé, comme un travail collectif, de tout mettre en ligne avec c'est sous licence libre, la plus ouverte possible. Donc vous pouvez parfaitement le revoir. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Une question aussi de Philippe Steck qui demande comment est-ce qu'on peut arbitrer en tenant compte notamment du changement climatique, et est-ce que vos scénarios finalement prennent en compte justement les changements climatiques et la façon dont l'attractivité de différentes zones de la France peuvent changer en fonction des évolutions du climat, qui sont a priori relativement prévisibles à l'horizon 2050, qui est celui de votre réflexion. Et notamment, quid du littoral et de la montagne? Alors, sur les effets du changement climatique, effectivement, ça fait partie des tendances lourdes. On a deux tendances lourdes dans les scénarios, c'est le vieillissement de la population et l'augmentation des crises systémiques. Donc, le changement climatique est un bon candidat. L'idée, c'était de se dire, on a ces crises qui arrivent. Ce qui différencie les scénarios, c'est la manière dont on va y répondre, soit avec une spirale positive, je me souviens plus du nom des hypothèses, mais soit d'anticipation, donc ça c'est plutôt positif, soit un électrochoc, c'est-à-dire on se fait avoir par les premières crises, mais on réagit positivement, soit une spirale négative qui, là, au contraire, est un peu comme dans Pénurie, où finalement, on a de moins en moins les moyens d'agir. Donc ça, c'est un peu le contexte. On n'a pas, dans la répartition à l'échelle nationale, on n'a pas pris le changement climatique comme un élément particulier, mais on peut le retrouver dans les différents... Dans les différentes hypothèses, qui ne seraient jamais que des façons différentes de gérer le changement climatique. Si on a un renforcement des métropoles, c'est qu'on considère que c'est peut-être plus simple avec de la clim, etc., de gérer le changement climatique, de densifier un certain nombre d'espaces et donc du coup de construire des immeubles, de faire des fondations pour lutter contre le retrait-gonflement des argiles, etc. Ça peut être une façon de faire. Alors, sur les zones littorales aussi, on peut imaginer que dans un scénario de ce type-là, on a des mouvements vers les métropoles. Ou au contraire, on peut imaginer, quand on est plutôt sur des scénarios de rééquilibrage, qu'on gère l'aléa climatique là où il est. C'est-à-dire que si on construit sur le pilotis, je vais donner des exemples un petit peu idiots, mais ou qu'on organise des moyens pour récupérer l'eau quand il y a des inondations, qu'on végétalise pour lutter contre la canicule, mais pas trop près des maisons pour ne pas justement faire du retrait-gonflement d'argile. Il y a plein de solutions adaptatives qu'on peut imaginer mettre dans les scénarios selon leur philosophie. Donc, changement climatique dans tous les scénarios, façon de réagir au changement climatique différente selon la philosophie des scénarios. Merci beaucoup, Alban. Alors, je crois qu'on a épuisé les questions qui sont là. Moi, j'en ai encore une dernière, et puis après, est-ce qu'on aura le droit de voir les votes, voilà, et d'avoir votre commentaire? Bien sûr. Avant ça, petite question juste entre le scénario 2 et le scénario 3, c'est-à-dire le scénario rééquilibrage, si je ne me trompe pas, et le scénario bâtiment comme un service.
quels sont les facteurs qui apparaissent comme étant vraiment moteurs dans le fait de passer plutôt dans un de ces scénarios, enfin dans l'un de ces scénarios plutôt que dans l'autre? Est-ce que le moteur, c'est les flux de population qui déserteraient les grandes métropoles et qui feraient que les prix baisseraient dans les grandes métropoles, et dans l'autre scénario, au contraire, il y aurait une densification des métropoles, des prix très élevés, et donc qui permettrait le développement de bâtiments comme un service. Donc en gros, est-ce que le moteur, c'est les comportements des ménages qui se traduisent de façon économique, ou bien est-ce que les incitations politiques jouent aussi, quand je dis politique, c'est politique réglementaire, législative, joue aussi un rôle qui peut être important dans le passage de l'un à l'autre scénario, qui raconte quand même des histoires très différentes. Mon impression, c'est que là, on va peut-être avoir des réponses différentes, là, mais peu importe. C'est qu'on a quand même un aspect qui vient des ménages assez fort au départ, et qu'ensuite, on peut avoir des politiques qui accompagnent ou pas les choses. Typiquement, dans le bâtiment comme un service, on a un vrai sujet sur le rapport à la propriété. Le rapport à la propriété, on voit bien tout ce que le politique a pu pousser sur une France de propriétaires, tout ce que le système fiscal peut faire pour favoriser le fait d'être propriétaire, ou au contraire, pour pousser à une flexibilité plus grande. Donc, il y a à la fois une interaction entre ce que veulent les gens, je veux être propriétaire ou pas, et en même temps, ce truc-là se construit aussi avec le politique. C'est pas un seul des deux qui fait que ça se bouge. Et les modèles qui peuvent apparaître, les normes collectives qui apparaissent, les imaginaires collectifs vont avoir un rôle clé là-dessus. Et ces imaginaires collectifs, à mon sens, et là c'est l'ingénieur qui parle, hein, donc il y a des gens qui ont d'autres formations autour de la table, qui vont peut-être le voir autrement. Mais moi je suis assez d'accord avec Jean-Christophe, pour le coup, peut-être contrairement à ce qu'il attendait. Mais j'ai vraiment l'impression que ce qui distingue profondément les deux scénarios, c'est les choix qui sont faits par les ménages en termes de... On est presque sur des choix de vie, en termes de choix de localisation, et ce qui va être valorisé un peu par tous. Et autant il y a 2 ans, j'aurais certainement pensé que imaginer les gens quitter la ville pour habiter dans plus grand, peut-être plus isolé et moins cher, c'était quelque chose qui n'arriverait pas tout de suite. Autant, après avoir discuté avec les gens de mon entourage pendant et après le confinement, on a un peu l'impression, le sentiment que c'est quelque chose qui peut se développer fortement. Et je vois bien en quoi on peut avoir certaines mesures de politique publique qui peuvent venir freiner ou accroître cette tendance, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la politique publique qui soit à l'origine de ces choix de localisation. Alors, peut-on avoir les résultats de notre vote? Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre commentaire, notamment quand même sur les 3 personnes qui ont estimé que le scénario pénurie était le plus... non, les 10 personnes. Non, pardon, oui, c'est ça, les 3 personnes qui ont estimé que le scénario pénurie était quand même le plus souhaitable. Hein, ça, bon, c'est quand même un petit peu inquiétant. Voilà, donc, quel est votre commentaire global sur ces résultats de sondage? Jean-Christophe, tu peux peut-être prendre la main, parce que moi, je ne le vois pas. Tu vois pas, oui. Bon, premier commentaire, vous êtes dans les grandes lignes, comme ça sort les mêmes résultats que ça a sorti dans tous les groupes qu'on a fait, mais vous êtes plus extrêmes que les autres. Donc, première idée, quel est le scénario favori, le scénario rééquilibrage, gagne à tous les coups. Ensuite, quel est le scénario le plus probable? Le tendanciel du difficile de tout faire est aussi celui qui apparaît comme le plus probable souvent. Quand on regarde les 3 scénarios qu'on peut avoir comme scénario préférentiel, hein, donc rééquilibrage, je pense que c'est assez facile à comprendre. Dans le pénurie, je ne sais pas si ceux qui ont voté ça peuvent éventuellement dans le chat dire pourquoi ils ont voté ça, mais ce qu'on a repéré à pas mal de gens, des gens qui nous ont dit, mais finalement, la pénurie, elle est aussi mobilisante.
elle fait aussi apparaître une dynamique nouvelle qui est liée au fait que finalement, quand tout tombe, quand tout est facile, etc., on est peut-être moins imaginatif, moins créatif. Voilà ce que j'ai déjà entendu, mais là, il y a 3 personnes, si elles peuvent chatter pour dire pourquoi, il y a qu'elles qui peuvent le dire. Pour Alban, il y a en gros, il y a 21 sur 33, il y a les 2 tiers pour rééquilibrage, il y a un quart pour bâtiment comme service, et puis ça doit être un 6e ou je sais plus, ou un 8e pour pénurie. Dans quel scénario préféreriez-vous voir arriver? Dans les plus probables, alors ce qui est surprenant, c'est qu'il m'était difficile de tout faire. Ça, c'est très, très habituel. Ce qui me surprend, mais les derniers sondages qu'on a faits étaient avant l'invasion de l'Ukraine. Et on avait plus de gens sur bâtiment comme un service, par exemple. Alors que là, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est lié au groupe ou si c'est lié à l'époque, on a quand même un tiers qui vote pénurie comme étant le plus probable. Là, on a peut-être probablement, il pourrait y avoir un effet de l'invasion de l'Ukraine et de l'incertitude importante dans laquelle on est passé sur combien il y aura de bâtiments debout encore demain. En tout cas, il y a un clair décalage qu'on retrouve dans tous les groupes entre le scénario le plus souhaitable et le scénario le plus probable, ce qui montre bien aussi les différences de représentation qu'on a entre ce qu'on pense que la filière est capable de faire et ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Ah, c'est tout l'espace de l'action qu'il y a entre les deux. Donc, c'est un message d'incitation aux acteurs à effectivement agir et à se saisir de ces scénarios pour essayer d'envisager ce qu'elles peuvent mettre concrètement en place pour aller vers des futurs qui leur apparaissent comme étant plutôt souhaitables. Bon, oui, allez-y. Présentez-vous si vous voulez bien en prenant la parole. C'est la dernière question et puis ensuite on va clore cette session. Cette dernière question, Louis Tiercelin, consultant énergie climat à Ecoact. Et en fait, c'était sur les résultats de ce sondage, c'était pour savoir auprès de quelle audience vous les aviez testés. Est-ce que vous envisagiez de les tester de manière plus large? Parce que peut-être que les groupes de travail ont une opinion un peu biaisée. Pour savoir au niveau de la population, est-ce que ça ne serait pas intéressant de tester justement? Alors, c'est clairement un sondage qui n'a aucune valeur scientifique, hein, vous l'avez bien compris, et tous les groupes dans lesquels nous l'avons fait n'ont aucune valeur scientifique non plus. Hein, on ne peut pas citer ça comme un chiffre. C'est vraiment juste pour tester les groupes dans lesquels on fait. Est-ce qu'on envisage de le faire de façon plus... là, je me tourne vers mes collègues. À ce stade, non. Il y a sans doute il y a sans doute des éléments à aller prendre dans les consultations publiques qui sont faites autour de la SNBC, autour de la démarche qu'avait menée le ministère du Logement sur la ville de demain, etc., pour aller un peu rapprocher les éléments qui ressortent des consultations de nos scénarios. Oui, le test le plus gros qu'on a fait, mais il n'était absolument pas représentatif, c'est auprès dans le colloque qu'on a fait, il y avait 750 personnes en moyenne tout au long du colloque, et il y a, je ne sais plus, 250 répondants quand on a lancé le sondage. Et les grandes lignes étaient là, modulo les commentaires que je viens de vous faire sur les évolutions sur la place de pénurie, oui, sur la place de pénurie principalement. Merci. Bon, effectivement, je pense qu'il y a un effet de contexte sur le résultat du vote qui a tendance à accroître l'impact, la probabilité du scénario pénurie par rapport aux autres. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion. Non, merci à vous. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse les éléments sur le site internet. La façon dont les livrables sont présentés, c'est vraiment un kit méthodo, donc ça peut vous permettre de vous saisir des scénarios et de les utiliser. Donc, à vous de jouer. Et puis aussi, on est en train d'utiliser ça pour essayer de réfléchir sur les transitions, que ce soit dans le cadre du CSTB, de l'ADEME, mais aussi dans le cadre d'ateliers avec des partenaires intéressés.
parce que c'est toujours intéressant et c'est plus facile quand on rentre dans des choses qui sont un peu plus proches de la stratégie, d'en parler avec des groupes plus limités. Mais donc, on est toujours intéressé à des échanges là-dessus, sur ceux qui veulent le faire. Et puis, je vois un message qui dit « Merci, belle illustration, la méthode Futurible ». Moi, je voudrais vous dire aussi un grand merci, parce que moi, j'ai lancé les activités de Futurible, les activités de prospective au CSTB il y a 3 ans maintenant. Je me suis formé à Futurible pour le faire. On a tous les 3 fait la formation à un moment différent. Et ça nous a bien aidé pour le travail qu'on a fait. Et puis aussi, merci à Véronique Lamblin qui nous a accompagnés lors du travail. Merci beaucoup à vous pour ces commentaires, puis surtout pour la qualité de votre travail et effectivement aussi les kits pédagogiques qui en sont issus et qui permettent cette appropriation très large. Donc, on se retrouve dans un an pour une table ronde sur les 2 sujets que vous avez mentionnés comme étant des approfondissements, l'économie circulaire. Merci à tous les participants, merci à nos intervenants. Je vous souhaite une très bonne soirée.